Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour un nouvel épisode du pot pourri du lundi en Tesla Model 3. A tout de suite. Alors je vous le rappelle, le pot pourri du lundi, c'est l'occasion de revenir sur les vidéos postées dans la semaine, vos réactions dans les commentaires, éventuellement l'actualité et sur les vidéos à venir. Donc je me suis mis un petit pense-bête ici avec la liste des points que je voulais aborder. Le premier point, c'est lié à l'autonomie de la Model 3. Il faut bien garder en tête que l'autonomie WLTP indiquée sur l'étiquette de la Model 3, ça ne correspond pas forcément à votre utilisation à vous, mais c'est un cycle normalisé, donc c'est un compromis. Et ça va pas forcément correspondre ni au trajet que vous faites au quotidien, ni au trajet exceptionnel que vous ferez pendant les vacances. Donc faut bien le garder en tête et pas être déçu. Pour ça, ça peut être utile de se référer au tableau TestLike dont je vous ai parlé dans une vidéo cette semaine. Ce tableau est plutôt bien fichu. J'ai pu le valider pour des vitesses de 130 km/h sur autoroute, sachant que les données qui sont dans le tableau sont basées sur des tests sur banc à de tête 77 km/h. Donc on peut dire déjà que de 77 km/h à 130 km/h, a priori, voilà, on est plutôt juste. Donc ça peut être vachement appréciable pour vous, pour vérifier si typiquement pour vos week-ends prolongés, vos week-ends ou vos vacances, vous serez capable ou non de faire un aller sur une charge sans être obligé de s'arrêter au milieu. Donc ça, ce sera intéressant. Ensuite, pour revenir sur mon premier long voyage, je le disais, c'est le plus long trajet que je serais amené à faire sur autoroute sans être obligé de m'arrêter. Si je considère les connaissances, les gens que je connais, les endroits où j'ai l'habitude d'aller, c'est peu probable que j'ai besoin de faire des trajets plus longs sans avoir de supercharge sur le chemin. Ce premier long trajet, ça m'a permis de tester davantage le mode autopilote et ma perception, c'est que le mode autopilote, d'une, ça va permettre de moins se fatiguer, mais ça va aussi permettre d'être moins énervé sur le volant, d'avoir moins tendance à faire des excès de vitesse. Ça pousse à une conduite plutôt zen. Bon, je sais pas, il veut passer, il veut pas passer, je comprends pas. Je sais pas pourquoi il s'arrêtait comme ça. Donc oui, je disais, ça pousse à une conduite relativement zen. Ça ira sûrement dans le sens de la sécurité routière. Bon, il faudra juste que l'autopilote fasse correctement son boulot. On verra avec les améliorations qui seront apportées petit à petit. Donc trajet confortable, moins de vitesse. J'avais vraiment tendance à aller plus vite que ça quand j'allais au même endroit avec d'autres véhicules. Le fait d'avoir un véhicule puissant, ça permet de faire des dépassements rapides et en sécurité quand on a des véhicules particulièrement lents juste devant nous. Que ce soit des camions, des tracteurs des fois, ou voire même des voitures de particuliers, mais de gens qui roulent par exemple à 60 sur des routes limitées à 90. Donc ça, c'est des choses que j'ai vues, et quand on n'a pas la puissance et le couple qui va bien, ça peut être un peu plus délicat d'opérer les dépassements. Donc là, vraiment très très confortable de ce point de vue-là. Je note quand même quelques difficultés que j'ai eues à effectuer la recharge une fois que je suis arrivé à destination. Donc j'ai rechargé sur la prise ménagère d'une maison assez ancienne. Je sais qu'il y a eu renouvellement de tout ce qui est réseau électrique dans la maison en question. Je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites ou mal été faites. Et en fonction des prix sur lesquels j'ai essayé de me brancher, la Tesla m'alertait sur un problème de terre
et me disait qu'il y a un problème par rapport à la terre et qu'il faut que je change de prise. Donc ça me l'a fait quelques fois sur quelques prises, donc j'ai dû ruser un petit peu pour trouver une solution, toujours en sécurité, mais gardez ça bien en tête, ça vaut sûrement le coup si on se charge à la maison de faire un bon check-up, une bonne vérification de la qualité de la mise à la terre sur les différentes prises qu'on est amené à utiliser, et se renseigner si jamais vous comptez recharger chez des amis à destination et que vous n'avez pas d'autre mode de charge. Essayez de vous renseigner à l'avance pour savoir si ils ont fait une rénovation, si c'est bien aux normes et si ça marchera bien, parce que sinon vous pouvez vite être très embêté. L'autre chose à prendre en compte, c'est que même si à destination vous avez des bornes publiques disponibles, si elles sont pas à distance, je dirais à pied, ce sera pas pratique. Encore une fois, l'électrique, c'est pour que ce soit simple. S'il faut aller mettre un véhicule en charge, avoir quelqu'un qui vient vous récupérer en voiture et reprendre le véhicule 5 heures plus tard, c'est compliqué et c'est vraiment pas le but du jeu. Donc faites bien attention à ça. Donc très bonne première longue expérience. Je pense que si on n'avait pas d'enfant, le trajet on l'aurait fait probablement d'une traite sans avoir à s'arrêter, parce que je ressentais vraiment pas de fatigue après le premier segment de conduite. Ensuite, au niveau de la navigation autopilote, je vous l'ai déjà dit, pour l'instant c'est limité en France parce qu'à chaque fois on est obligé de confirmer les dépassements. Il y a quelques comportements bizarres. Je comprends pas dans certains cas pourquoi le véhicule veut nous mettre sur la voie du milieu ou la voie de gauche. Mais bon, voilà, tout ça c'est du bug, c'est de l'ajustement. J'ai assez confiance dans le fait qu'ils seront capables d'améliorer ça. Il leur faut sûrement aussi des données sur comment on conduit dans chaque pays, sur chaque réseau, pour adapter le fonctionnement. Donc ça, aucun problème. Et encore une fois, les mises à jour à distance font que il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Le périphérique est pas supporté, je vous l'ai dit. Il y a peut-être des raisons techniques, des raisons de réglementation, et je suis convaincu que c'est juste une étape et que à la fin ce sera supporté. On peut pas imaginer d'avoir une solution de conduite autonome, entièrement autonome, sans qu'elle soit capable de se débrouiller sur le périph'. Même s'il y a quand même des enjeux spécifiques au périph', hein, mais voilà, je pense que Tesla aura du mal à dire oui, on a de l'autonome, mais sauf pour le périph'. Je suis confiant dans le fait que voilà, la navigation autopilote sera très intéressante dans un futur pas si lointain que ça. Maintenant, côté aussi autre retour que j'ai pu avoir sur les vidéos, sur la dite complexité d'utilisation d'une Tesla. Pour moi, la Tesla, c'est pas un véhicule compliqué du tout. La seule chose qui peut piéger, je pense, c'est le démarrage de la voiture. Ceux qui sont déjà chez Mercedes ont peut-être l'habitude du système de changement de vitesse en boîte auto sur les Mercedes, donc ça se fait avec un commodo, alors que sur pas mal d'autres véhicules du marché, quand on est en automatique, on a un levier central. Donc une fois qu'on sait ça, le reste c'est tellement simple. Sans même lire le manuel utilisateur, quand on navigue dans les menus, on a beaucoup de facilité à comprendre qu'est-ce qui fait quoi, à comprendre ici dans quel sous-menu je serais capable de faire telle ou telle chose. Donc ça c'est simple et je vois pas comment il pourrait faire plus simple. Ayant utilisé une Zoé, je peux pas du tout dire que la Zoé est plus simple. Dans un véhicule même simple comme la Zoé, il y a quand même tout un tas d'options qu'on peut être amené à ajuster, que ce soit au niveau de l'assistance parking, l'assistance au niveau du rabattement des rétroviseurs. Enfin, il y a toujours tout un tas d'options et régler ça sur une Zoé, je suis désolé, hein, c'est beaucoup plus chiant que de le faire dans la Model 3. Donc essayez et je pense que vous serez convaincu. Si vous le faites, vous en tirez vos propres conclusions.
Après, c'est vrai qu'on a quand même moins de commodos dédiés et moins de boutons dédiés à des fonctions. Donc on passe par l'écran pour certains points. Là, on voit qu'il y a une pluie assez fine. Je suis en mode, là, ici, je vois que j'ai auto qui est marqué. Ça, c'est l'écran qu'on a en permanence sur la Model 3. Et en permanence, je sais si je suis en mode auto pour les essuie-glaces ou si j'ai la conduite forcée. Et si là, d'un coup, il y avait de la pluie et que mon capteur pluie fonctionnait pas et n'enclenchait pas automatiquement les essuie-glaces, j'aurais une seule chose à faire. Ici, j'ai un commodo pour piloter ça. Si je mets une pression, une petite pression, j'ai les essuie-glaces qui se mettent en action. Et si je juge que le mode auto est pas suffisant, au moment où je mets l'essuie-glace en action, je peux très bien dire ok, je veux une vitesse fixe et manuelle, je peux le régler là. Donc ça me paraît vraiment très simple. Et si j'appuie de manière plus prolongée, j'ai le lave-glace qui se met en action. Et est-ce que c'est simple à comprendre? Écoutez, je trouve que c'est assez simple parce que quand on regarde le commodo ici, il est bien marqué que si on met une impulsion, on a les essuie-glaces et si on met un appui prolongé, on a le lave-glace. C'est écrit là. Donc je vois pas comment ça pourrait être plus simple de ce côté-là. Après, les commodos essuie-glaces pour sur l'autre voiture que j'ai, un 4JAR, avoir un système beaucoup plus classique. Euh, Jusqu'à présent, je me bats avec. Alors c'est un système automatique qui est censé déclencher les essuie-glaces en fonction de l'intensité de la pluie. Jusqu'à présent, je me bats à chaque fois pour essayer de régler la sensibilité parce qu'à chaque fois, il me choisit la mauvaise vitesse pour les essuie-glaces. Donc voilà, je pense pas que ce soit spécifique à la Model 3, mais j'ai des grands attentes vis-à-vis de Tesla, donc je m'attends à tout ce qui fasse soit bon et que je sois pas obligé de passer derrière. Et de ce point de vue-là, je l'ai déjà dit dans une vidéo, leur système est encore perfectible dans la détection de pluie. Donc autre chose, côté actualité, je voulais faire un retour sur le dernier café garage de POA. Dans le dernier café garage, ils ont parlé des batteries, des véhicules électriques et de leur recyclage et de l'enjeu écologique qu'il y a derrière. Et je suis d'accord, il y a un enjeu écologique, il y a des questions qui se posent et il faudra sûrement un peu de temps pour pouvoir y répondre. Mais j'avais la perception que le tableau qu'il peignait était peut-être un peu sombre. Donc oui, c'est aujourd'hui, moi j'ai jamais dit que le véhicule électrique est une solution 100% écologique, verte, que c'était le paradis. Dans mon cas, c'est très confortable et j'en suis content et je pense que c'est la solution pour mon application. Je pense pas qu'il faut se dire qu'il faut du 100% électrique et je pense pas que les gouvernements demandent à faire du 100% électrique. Les gouvernements, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent à ce qu'on fasse attention à nos émissions de CO2 parce que c'est incontournable, parce que on vivra pas sans faire ça, sans faire cet effort. Ils demandent à réduire les émissions nocives pour les villes, pour les campagnes, partout, parce que ça c'est des choses qui tuent, c'est pas du peut-être que ça tuera dans 10, 15, 20 ans, ça tue chaque année et en permanence. Donc voilà, c'est ça qu'ils demandent. Après, si quelqu'un est à même de trouver une solution qui soit autre que l'électrique, allons-y. Mais pour l'instant, je vois pas beaucoup d'alternatives. Il y a l'hydrogène qu'il faut essayer. Je dis pas que c'est qu'il faut pas l'essayer. On peut l'essayer. Et il y a peut-être encore d'autres solutions de mobilité. Donc voilà, faut pas dire qu'on veut du tout électrique, mais faut pas non plus taper spécifiquement sur l'électrique. Et quand on prend le point du recyclage, faut rappeler aux gens que qu'une batterie de véhicule électrique, c'est pas là pour 3-4 ans. Là, dans la Tesla, c'est garanti 8 ans. On estime la durée de vie nominale à 15 ans avant qu'il y ait besoin de faire des réparations. Et après 15 ans, on pourra encore faire des réparations par module avant d'être obligé de tout changer. Donc voilà, on n'est pas dans une situation où on va avoir quelque chose de jetable, on va avoir 500 à 700 kg de batterie à jeter tous les 8 ans et à recycler en permanence. Je pense qu'à ce titre,
toutes les batteries de tous les téléphones portables, tous les accessoires qu'on utilise sont encore plus un problème parce que ça représente une masse énorme et c'est très mal utilisé. Et je pense que les réseaux de recyclage sont peut-être pas assez performants pour tout bien identifier et traiter comme il le faut. Donc voilà, je mettrai un petit bémol sur ça. Et je rappellerai aussi que bon, c'est aussi bien beau de taper sur le recyclage et l'enjeu qu'il y a derrière des batteries. Bon, on a du temps devant nous et on a beaucoup d'améliorations, d'innovations qui sera apportées, j'en suis convaincu. Mais par contre, il faut aussi taper sur l'extraction du pétrole, sur le fait que ce soit une ressource limitée, et que quand on l'extrait aujourd'hui, quand on la transporte, quand on l'achemine, quand on le transforme aujourd'hui, on le fait vraiment pas de manière écologique, mais c'est vraiment très très loin de tout ça. Et même pour un véhicule thermique, on a besoin de terres rares, on a besoin de tout un tas de choses qui sont par essence polluantes. Donc faut pas oublier tout ça. Faut pas être dans un monde de bisounours en se disant que ça y est, on a la solution magique. Non, c'est pas une solution magique, c'est pas comme un nuage. Mais voilà, je pense que c'est une bonne solution pour pas mal de monde et faut leur laisser se faire leur opinion. Je voulais aussi rebondir sur une actualité de la semaine. On a eu la keynote d'Apple et ils ont annoncé une fonctionnalité qu'ils intègrent qu'ils vont intégrer dans leur nouveau système pour optimiser la durée de vie de la batterie. Donc eux aussi ils parlent de ça. Et je comprends pas qu'ils n'aient pas fait ça plus tôt. Alors soit ils ont manqué de discernement. J'essaie de trouver les mots pour être politiquement correct, pour pas taper inutilement. Donc selon moi, soit ils étaient pas conscients de certains points liés à l'utilisation de batterie, soit ils nous ont carrément poussé à à consommer de la batterie, à avoir des batteries qu'on allait dégrader pour pouvoir après nous revendre des smartphones tout neufs. Aujourd'hui, quand on regarde la manière dont on utilise les batteries de smartphones, elles sont soumises à des contraintes très élevées, donc des charges à intensité élevée par rapport aux capacités de la batterie, des cycles de charge profonds, on charge à 100%, et tout ça, ça nuit à la durée de vie de la batterie. Ils ont proposé de mettre en œuvre un système pour optimiser la durée de vie. Donc on n'a pas des informations détaillées sur les moyens qu'ils vont mettre en œuvre, mais on peut imaginer que d'une, ils gèrent l'intensité de charge en fonction des habitudes et du besoin, et en plus qu'ils prennent le soin de limiter le niveau de charge des batteries en fonction de ce qui est strictement nécessaire. Donc typiquement, si jamais je mets mon téléphone à charger la nuit, qui se limite à peut-être 90%, sauf si je dis à mon téléphone que j'aurai besoin de beaucoup plus de batterie que ça pendant la journée qui suivra. Donc voilà, on va se rapprocher de ce qu'on peut voir au niveau des préconisations Tesla, et ce sera intéressant de voir comment la durée de vie des batteries des téléphones va augmenter quand ce genre de mesures seront mises en œuvre. Ensuite, je voulais parler du programme véhicule électrique de Toyota qu'il rebooste ou dont il parle davantage là. Faut savoir que Toyota est un acteur qui historiquement ne croit pas aux véhicules électriques. Ils ont plutôt misé sur l'hybride d'un côté depuis très longtemps et avec succès, et c'est top ce qu'ils ont fait. Sur l'hydrogène, a priori, pour l'instant, Toyota Mirai est sorti, mais ça avance pas beaucoup plus que ça. Ils avaient déjà annoncé un plan je sais pas si c'était à 5 ans, d'ici à 2025 peut-être. Je me rappelle pas des termes exacts, mais ils avaient déjà annoncé un plan pour électrifier leur gamme, et là ils sont revenus à la charge en faisant davantage de consommation. Donc c'est un signe assez important selon moi.
Après, je prends quand même de la distance par rapport à ça parce que des annonces de constructeurs qui disent ça y est, on arrive, véhicule électrique, attendez, vous allez voir ce que vous allez voir, on en a toutes les semaines. On en a beaucoup d'ailleurs du groupe Volkswagen, mais ils soufflent le chaud et le froid en disant ah oui, on y va, ah mais on a des problèmes de batterie, ah mais on a des problèmes techniques, mais on y va quand même à fond. Bon bah voilà, faut pas hésiter à soutenir, je pense, ceux qui ont déjà commencé à faire le boulot, les Nissan, les Kia, les Hyundai, les Tesla et autres, Renault aussi, parce que eux ils sont dans la réalité, donc ils sont pas tous forcément capables de délivrer les mêmes types de véhicules avec les mêmes caractéristiques, mais ils ont le mérite de déjà être sur le marché et d'essayer de faire avancer les lignes. Donc ça c'est top. Autre chose à savoir, on a le premier superchargeur V3 donc qui a une pointe de puissance à 250 kW qui est disponible pour le grand public aux États-Unis. Donc pour l'instant c'était uniquement en phase de test pour une sélection de personnes et là ils ont ouvert une station qui est dédiée au long trajet avec un pic de charge, un pic de puissance à 250 kW. C'est très important parce que plus encore, et je l'ai déjà dit, que la capacité de batterie, ce qui permettra de voyager loin et rapidement, ce sera les capacités à charger rapidement. Donc peut-être que je ferai une vidéo dédiée à ces nouveaux superchargeurs V3, mais je pense qu'il y en a peut-être déjà, et déjà même en français sur YouTube. C'est quelque chose qui va changer la donne et on a hâte de les voir en France. De tête, il me semble que au niveau du pic de puissance, on recharge à un rythme de 1000 km en 1 heure. Mais c'est un pic, hein, ça ne veut pas dire que c'est comme ça sur toute la session de charge, mais bon, c'est un chiffre un peu symbolique. Bon, je pense qu'ils ont essayé d'ajuster tout leur système pour pouvoir afficher ce chiffre-là. C'est un peu du marketing, mais bon, voilà, technologiquement, ça reste intéressant. Et pour information, pour aller dans le même sens, je voulais vous parler d'un site Supercharge Info qui permet de recenser les constructions et modifications de superchargeurs Tesla en France, en Europe et dans le monde. C'est hyper simple de filtrer le pays, on peut choisir la France et on a tout de suite un historique des différentes modifications qui ont été faites. C'est un outil participatif. Je pense que c'est super bien que les gens l'utilisent, mettent des données dedans et récoltent des informations sur ce qui se fait autour de chez eux. C'est vraiment top. Et je pense que pour suivre l'évolution des superchargeurs V3, ce sera très intéressant. Voilà, et pour finir la vidéo, parce que je pense que j'ai été un peu trop long, je voulais vous dire que dans la semaine à venir, j'aimerais bien faire une vidéo sur le modèle Petit Plus, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, sur les clés pour utiliser la Tesla Model 3. Je trouve que c'est très malin ce qu'ils ont fait, ça marche bien, j'ai pas d'idées en tête d'autres constructeurs qui aient fait ça, et ça vaut le coup de partager le retour. Ensuite, aussi un focus sur la fonction de suivi de conso et de suivi d'autonomie sur les longs trajets. Donc ça, je pense que ça peut être des choses sympas, et puis peut-être d'autres choses, on verra en fonction du temps que j'ai ou que j'ai pas. Donc merci d'être arrivé jusqu'ici et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!